Donc, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Donc, vous m'entendez? Oui, madame, on vous... Attendez la diapo. On me dit est-ce que la diapo elle est partagée? Attendez un peu. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Donc, la diapo elle est partagée? Oui, madame. Oui, madame. Allez, on commence alors. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes dans l'unité qui est censée traiter tout ce qui est endocrinologie. Voilà, donc vous avez fait avec Dr Dahmani, ma collègue, déjà le... Ouais, c'est parti, le partage. Partagez pas l'intégralité, mais votre partagez plutôt en anglais. Pour éviter l'affichage de boucle infinie. Je n'ai rien compris là. Madame, on a perdu l'écran. La diapo, elle est partagée? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Donc, comme je viens de dire, donc, on commence les hormones stéroïdes. Donc, c'est après vous avez fait la généralité des hormones. Donc, on vous a dit normalement que l'hormone est un messager moléculaire, donc qui est censé agir soit au niveau de son site de libération, ou bien à distance, vers une cible à distance dont elle stimule ou inhibe le fonctionnement, et que ces hormones-là peuvent avoir des structures différentes. Donc, on peut avoir des hormones qui sont dérivées d'acides aminés. C'est l'exemple que vous avez fait avec les... Avec les hormones thyroïdiennes qui dérivent de la tyrosine, ou bien des hormones protéico-peptidiques, comme l'exemple des hormones hypophysaires et hypothalamiques, la TSH et tout. Et aujourd'hui, avec moi, donc on verra une autre classe d'hormones, donc qui est les hormones stéroïdes. Donc, c'est quoi l'hormone stéroïde? Donc, les hormones stéroïdes, c'est des hormones qui partagent entre elles une structure particulière qui s'appelle la structure en noyau stérane. C'est quoi un noyau stérane? Comme vous voyez ici dans la figure. Attends, je vais activer le pointeur laser. Donc, vous voyez là avec le... C'est visible pour vous le pointeur laser ou pas? Non. Oui, madame. Oui. Si. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la structure stérane. C'est-à-dire c'est une molécule avec quatre cycles, 3 cycles hexagonaux et un cycle pentagonal. Donc la totalité des 4 cycles, ça s'appelle le noyau stérane. Donc toutes les hormones stéroïdes, on va retrouver ce noyau stérane. Donc après, évidemment, on verra qu'elle diffère entre elles par des variations dans les substitutions au niveau des différents carbones de ce noyau stérane. Ça, c'est le premier point commun. Le deuxième point commun des hormones stéroïdes, c'est qu'elles sont toutes synthétisées à partir d'un précurseur qui est le cholestérol. Okay? D'ailleurs, si on va examiner
la structure du cholestérol. Voilà. Donc, on va bien identifier le noyau stérane dans le cholestérol. Donc, vous avez le cycle A, le cycle B, le cycle C et le cycle D. Donc, toutes les hormones stéroïdes donc, proviennent du cholestérol. Donc, l'étude de ces hormones stéroïdes présente un intérêt important dans l'étude du déséquilibre qui se traduisent par des pathologies qui sont des fois graves. Et en plus, les hormones stéroïdes, elles représentent une des classes pharmaceutiques les plus utilisées. Donc, ce sont la classe des exemples des classes pharmaceutiques les plus utilisées qui dérivent de les corticoïdes. Dérive de cholestérol. Les corticoïdes, donc c'est une classe pharmaceutique qui est, on verra après qu'elle mime une classe des hormones stéroïdes. Donc, connaître leur mode de fonctionnement, ça vous aidera aussi, pas uniquement dans le diagnostic des différentes pathologies, mais aussi dans la compréhension de fonctionnement de ces produits pharmaceutiques. Donc, le noyau stérane, donc comme je dis, donc il a trois cycles hexagonaux et un noyau pentagonal, donc qui dérive, qui est le noyau commun avec toutes les hormones stéroïdes, qui dérive du cholestérol. Donc, le cholestérol est une molécule à 27 atomes de carbone avec une double liaison au niveau de cycle B, donc au niveau de carbone 5. OK? Parce que si on revient en arrière, la numérotation, donc il y a des règles, vous les avez faites en première année, il y a des règles pour numéroter, c'est-à-dire les hétérocycles et les cycles en général. Donc là, donc le cholestérol, donc c'est une molécule à 27 atomes de carbone et qui a une double liaison au niveau du carbone 5. C'est-à-dire m'attarde un peu sur la structure parce que vous allez voir après, donc c'est important un peu dans la compréhension des suites des événements. Donc, les carbones du noyau stérane sont numérotés de 1 à 17, les carbones du groupement substitutif à partir du 18, et les groupements substitutifs ils sont portés par les carbones 3, 10, 11, 13 et 17. Les doubles liaisons le sont par les cycles A et B. Donc, c'est quoi la différence entre les différentes hormones stéroïdes? Donc, les différentes hormones stéroïdes, elles diffèrent soit par la nature des groupements substitués aux atomes de carbone, aux atomes d'hydrogène plutôt du noyau stérane, par le degré d'insaturation de cycle, ça veut dire combien de nombre de liaisons qui sont présentes au niveau de la molécule, et en troisième lieu, par la configuration des atomes au groupement d'atomes fixés au carbone stérane. Ça veut dire s'il y a un carbone asymétrique au niveau de la molécule, des fois, la seule différence de configuration, c'est-à-dire une c'est alpha et l'autre bêta, donne deux molécules, deux hormones stéroïdes différentes. Donc, ces différences, donc, elles confèrent aux molécules une spécificité de reconnaissance des récepteurs qui nous fera donc trois grandes familles. La première famille, ce sont les glucocorticoïdes. La deuxième famille, ce sont les minéralocorticoïdes. Et la troisième famille, c'est les hormones stéroïdes sexuelles qui englobent les androgènes et les hormones sexuelles femelles. Il faut savoir que chaque famille, donc, elle joue un rôle principal dans un métabolisme, c'est-à-dire bien défini, et que, c'est-à-dire, pour chaque famille de molécules, il y a toujours une molécule qui est la plus active ou bien qui est la responsable des régulations et qui s'appelle le chef de file. Si je prends par exemple la classe des glucocorticoïdes, donc les glucocorticoïdes par le nom glucocorticoïdes, donc on va bien comprendre que c'est un groupe d'hormones qui régule quoi? La glycémie. La glycémie, voilà, qui régule la concentration de glucose au niveau des différents liquides du corps. Donc le chef de file des glucocorticoïdes, c'est le cortisol. C'est-à-dire, on a d'autres glucocorticoïdes, mais le chef de file, celui qui est responsable de l'action et celui qui est soumis à la régulation, c'est le cortisol. Donc, le nombre de carbone, c'est 21. Donc, on est passé du cholestérol à 27 atomes de carbone jusqu'à 21 atomes de carbone. Les minéralocorticoïdes, donc les minéralocorticoïdes, par contre, sont
c'est-à-dire par le nom minéral, c'est des hormones qui régulent quoi? L'équilibre sodium. Essentiellement le sodium, mais on verra après, ça va toucher après les autres électrolytes. Voilà. Le chef de file des minéraux, c'est l'aldostérone. Ok, l'aldostérone aussi est une molécule à 21 atomes de carbone, donc on passe toujours de 27 atomes de carbone à 21 atomes de carbone. Les hormones sexuelles, stéroïdes sexuels, donc on a plusieurs. Si je prends la première sous-famille, les androgènes, que ce sont les hormones sexuelles mâles, donc on identifie donc, les principaux androgènes qui est la testostérone et le sulfate d'hydroépiandrostérone. Donc, dans le nombre de carbone, maintenant, il est réduit à 19. Et on a les hormones sexuelles femelles, donc la progestérone qui a 21 de carbone et les oestrogènes à 18 atomes de carbone. Donc, on verra durant ce cours, donc évidemment, sera divisé en 2 séances, voire 3 séances, si ça vaut 3 séances. Donc, chaque classe, on verra la structure, la synthèse, tout ce qui est distribution, comment il se retrouve au niveau de notre organisme, la fonction, évidemment l'exploration et les pathologies qui sont liées à différentes familles. Donc, on va rédiger famille par famille, mais avant d'entrer dans chaque famille, c'est-à-dire à part, on verra tout ce qui est commun entre les 3 familles. Donc, on va commencer déjà par la nomenclature. Donc, vous allez rencontrer durant c'est-à-dire vos révisions différents types de lecture, différents types plutôt de nomenclature des hormones stéroïdes. Vous avez les noms communs qui sont les noms les plus utilisés, cortisol, cortisone, aldostérone, corticostérone, testostérone, oestradiol. Donc, les noms communs, ce sont généralement les noms qui sont utilisés en médecine pour désigner ces hormones stéroïdes. Vous avez la deuxième nomenclature qui s'appelle la nomenclature de Kendall qui est, à vrai dire, abandonnée, donc qui était fondée beaucoup plus sur c'est-à-dire l'identification de ces molécules-là, donc qui portent les différentes, c'est-à-dire le mot composé plus différentes lettres qui désignent, chaque lettre, elle désigne une hormone stéroïde. Par exemple, le composé B, c'est la corticostérone. Par exemple, le cortisol, le composé T, c'est la testostérone. La cortisone, c'est le composé F et tout. Donc, je vous ai dit, cette nomenclature n'est plus utilisée en médecine. Vous avez en troisième lieu la nomenclature semi-scientifique. Ça veut dire que on comprend à peu près la modification chimique, mais on garde le nom commun. Par exemple, si je prends la dihydrotestostérone, la testostérone, c'est le nom commun, bien sûr, mais le fait de rajouter dihydro, je comprends comme quoi cette hormone-là, c'est de la testostérone à laquelle on a rajouté 2 atomes d'hydrogène. On prend par exemple l'épiandrostérone. Donc, épi en chimie organique, ça veut dire c'est l'inversement de la configuration spatiale d'un carbone asymétrique. Ça veut dire il était à la configuration alpha, il est passé au bêta, ou bien bêta passé en alpha. Donc, par exemple, l'épiandrostérone, c'est de l'androstérone où le OH3 alpha est devenu OH3 bêta et ça donne exactement 2 molécules qui sont très différentes avec des fonctions très, très différentes. Et des fois, donc, on est appelé à utiliser le nom scientifique avec précision, c'est-à-dire avec lequel je pourrais même redessiner la structure de la molécule. Généralement, ce nom scientifique, il est gardé pour tout ce qui est pharmaceutique, comme DCI et tout. Mais en médecine, donc, la nomenclature qui est utilisée, c'est les noms communs des hormones stéroïdes. On passe maintenant à la synthèse. Oui. Pour la nomenclature de Kendall, elle est faite selon quoi? Selon l'identification chimique, c'est-à-dire quand on les a séparés par électrophorèse, après, c'est-à-dire on n'a pas donné, c'était les premières nomenclatures qu'on a attribuées à ces hormones-là, c'est-à-dire on a identifié des composants différents, mais on ne sait pas, c'est-à-dire exactement chaque molécule laquelle, donc on les a identifiés par rapport
par rapport à des lettres. Ça, c'est le composé B, ça, c'est le F, ça, c'est le T, ça, c'est le T. C'est-à-dire c'était basé sur l'identification chimique. D'accord. Donc, on passe maintenant à la synthèse de ces hormones stéroïdes. Madame, Donc, oui, est-ce qu'on va apprendre les nomenclatures? c'est pas la nomenclature. Tu peux pas apprendre la nomenclature scientifique, par exemple, c'est-à-dire on la comprend et c'est pas l'objectif de notre cours. C'est-à-dire vous avez fait ça en première année, donc c'est bien de savoir comment on peut déduire la nomenclature d'une molécule, mais c'est pas l'objectif de notre cours en biochimie. En biochimie, c'est la fonction de ces hormones-là. Donc vous êtes tenu d'apprendre évidemment, de connaître les noms communs des molécules. Donc, c'est-à-dire, vous êtes obligé de connaître quelle est l'hormone, le nom commun de l'hormone qui régule le sodium, qui régule la glycémie, ok? Mais les noms détaillés, évidemment, scientifiques, ça, vous n'êtes pas obligé de les apprendre, ça, c'est sûr. Donc, on passe à la synthèse. Avant de commencer la synthèse, donc, on doit connaître déjà le lieu de synthèse de ces hormones-là. Donc, il y a 4 glandes, puisque ce sont des hormones, évidemment, on va chercher les glandes, donc le taux hormonal est synthétisé au niveau d'une glande. Donc, il y a 4 glandes qui peuvent participer à la synthèse des hormones stéroïdes. Vous avez les corticosurinales, les ovaires, les testicules chez l'homme et le placenta chez la femme enceinte. Pour la corticosurinale, elle peut synthétiser presque les 3 classes des hormones stéroïdes, c'est-à-dire les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et un peu les hormones stéroïdes sexuels. Mais pour les ovaires, les testicules et les placentas, donc, ce sont des glandes qui ne peuvent synthétiser que les hormones de reproduction, ça veut dire les hormones sexuelles femelles et mâles. OK? Donc, quelques remarques. Il faut savoir que les hormones stéroïdes, elles peuvent être une hormone dans une glande et un précurseur dans une autre glande. Je prends l'exemple de la progestérone. La progestérone, donc, au niveau des ovaires, elle a une activité hormonale, mais elle est considérée comme hormone. Mais au niveau des autres glandes, la progestérone n'est qu'un précurseur pour synthétiser les autres hormones stéroïdes. À votre avis, qui fera la différence? Quand est-ce que la progestérone puisse être une hormone et quand est-ce qu'elle est juste un précurseur? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre l'utilité de l'hormone dans un tissu ou un autre? Les récepteurs. Exactement, c'est les récepteurs. Donc, la progestérone, elle peut agir, c'est-à-dire jouer son rôle comme hormone quand le tissu dispose des récepteurs de la progestérone. Mais donc, elle n'est qu'un précurseur quand ce tissu-là ne possède pas les récepteurs de la progestérone. La même chose pour les androgènes. Les androgènes, ils ont une activité hormonale au niveau des testicules, mais ils ne sont qu'un précurseur au niveau des ovaires. La synthèse chimique de ces hormones stéroïdes, elle passe par plusieurs étapes. Certaines elles sont très essentielles car elles contribuent à la régulation de la synthèse de ces hormones stéroïdes. Donc, on a dit que toutes ces hormones stéroïdes, elles dérivent d'une molécule qui est le cholestérol. OK? Donc, l'étape initiale de la synthèse des hormones stéroïdes, c'est la transformation de ce cholestérol en une molécule qui s'appelle la prégninolone. Donc, on passe du cholestérol à 27 atomes de carbone à la prégninolone à 21 atomes de carbone. OK? Via donc cette réaction, elle passe par 2 étapes, mais qui est, c'est-à-dire catalysée par une seule enzyme. Donc, cette enzyme, donc, elle a 2 activités. Vous avez l'activité de 20-22 hydroxylase. Donc, elle va hydroxyler tout d'abord au niveau du carbone 20 et 22. Donc, elle va rajouter un hydroxyle OH, comme vous voyez ici. Donc, là, ça, c'est le cholestérol. Normalement, le cholestérol, il possède un seul OH. Donc, mais là, donc, avec la 20 alpha-hydroxylase, donc, on va rajouter le premier hydroxyle au niveau du carbone 20. OK?
Après, on va rajouter un deuxième hydroxyle au niveau du carbone 22. Donc 20, 21, 22. Donc au niveau du carbone 22. Après, il y aura l'activité d'osmolase qui va couper entre les deux OH. OK? Elle va libérer l'aldéhyde isocaproïque et la prégnénolone, donc qui nous intéresse. La suite des réactions, elles vont toutes utiliser cette prégnénolone. La prégnénolone aussi, elle porte l'abréviation de P5. Pourquoi le P5? Parce que la double liaison, elle reste au niveau du carbone 5 comme elle l'était au niveau du cholestérol. Cette étape initiale, c'est une étape très importante parce que c'est l'étape de la régulation. C'est ici qu'on stimule la synthèse des hormones stéroïdes ou bien qu'on bloque la synthèse, qu'on peut bloquer la synthèse des hormones stéroïdes. Donc, c'est l'étape de régulation qui répond aux différents types de régulation qu'on verra par la suite. Donc, voilà. Après, donc, avoir synthétisé la prégnénolone, il y aura une suite de réactions qui vont aboutir aux différentes classes des hormones stéroïdes, à savoir l'aldostérone, le cortisol et les hormones sexuelles. Madame, Madame, les étapes précédentes, ils sont hydrolysés par l'hydrolase. Par la dysmolase. Pardon, vous répétez la question? Toutes ces étapes, l'hydroxylation, elle se fait par l'hydroxylase. Non, ça s'appelle, c'est-à-dire la dysmolase. C'est une dysmolase. C'est la même enzyme. C'est la même enzyme, elle a plusieurs activités. D'accord. Okay? Madame, vous pouvez refaire la synthèse. Ça, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué ici. Donc, c'est la synthèse du cholestérol. C'est la première étape de la synthèse des hormones stéroïdes. J'ai dit ça commence à partir du cholestérol, ok? Donc, cholestérol, il est à 27 atomes de carbone. Donc, pour passer à la prégnénolone qui est de 21 atomes de carbone, donc on va enlever ces 27 moins 21, ça donne 6. On va, c'est-à-dire enlever 6 atomes de carbone. Comment le faire? Évidemment, chimiquement, vous avez fait un peu les réactions chimiques. Donc, avant de couper, généralement, on a besoin de fragiliser les liaisons par des atomes électronégatifs, qui, dans ce cas-là, les oxygènes. Donc, on va hydroxyler entre les deux carbones où il y aura la coupure entre le 20 et le 22. Donc, il y aura la coupure, donc on va les hydroxyler. Après, il y aura la coupure. Donc, le fait que c'est fragilisé, c'est hydroxylé. Donc, il y aura une coupure par cette enzyme qui s'appelle la dysmolase. OK? Et cette étape, j'ai dit que cette étape de passage du cholestérol à la prégnénolone, c'est l'étape de régulation. Elle est très importante parce que c'est là qu'on commande l'entrée du cholestérol dans la voie de synthèse des stéroïdes ou bien qu'on bloque l'entrée du cholestérol dans la voie de synthèse des hormones stéroïdes. Donc, voilà. Docteur, Anam? on n'est pas d'ailleurs concerné de ces réactions. Est-ce qu'on doit les apprendre cette fois? Non, je ne vous demande pas d'apprendre, mais vous êtes obligé de les comprendre. Vous allez voir à la fin du cours, durant le cours, pourquoi j'insiste durant ce cours-là quand même à faire un peu la synthèse. On a l'habitude de vous donner des cours. On a fait par exemple l'acide base, on a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait encore. Donc, on ne s'est pas attardé sur la synthèse des molécules, mais là c'est important. C'est important pour comprendre après les pathologies, c'est important parce que c'est des enzymes. Les pathologies après, des fois c'est des déficits enzymatiques. Donc il faut comprendre à peu près en général la suite des réactions pour déduire la conséquence si on a un manque d'une de ces enzymes-là c'est-à-dire la synthèse de ces hormones stéroïdes. C'est pour ça qu'on s'attarde un peu sur c'est-à-dire sur la synthèse. Le plus important, ce n'est pas la structure, ce n'est pas le 27 atomes de carbone ou le 26 atomes de carbone. Le plus important, c'est la chronologie et le site, c'est-à-dire les sites des réactions. C'est clair? Vous allez comprendre, à la fin du cours, vous allez comprendre pourquoi on s'est attardé un peu sur tout ce qui est synthèse. Donc là, vous avez le cholestérol, donc il passe à la prégnénolone. La prégnénolone, on a dit, ça s'appelle la voie, il y a l'abréviation P5 parce que la double liaison
Donc, elle est au niveau du carbone 5. Aussi, on peut les appeler aussi delta 5. D'ailleurs, on va voir après. Donc, on peut emprunter dans la synthèse des hormones la voie delta 4 ou bien P4 ou bien la voie delta 5 ou bien P5. C'est par rapport à cette double liaison. Donc là, vous êtes à la prégnénolone. OK, c'est bon, la première réaction, c'est bon, elle est faite. Donc là, après la prégnénolone, on a c'est-à-dire le choix de passer par deux voies. Vous avez la voie de delta 4. D'accord. Anam. On passe par le cholestérol, puis on synthétise la prégnénolone. Voilà. Et le site principal de cette réaction, c'est quoi? Ici, c'est la mitochondrie. C'est au niveau ça dépend des organes. Vous avez les quatre glandes. Non, je parle. Les 4 glandes. C'est les 4 glandes. Dans les 4 glandes, ce processus se produit, que ce soit la corticosurrénale, les ovaires, testicules, le placenta. On a ce passage de cholestérol vers la prégnénolone. OK? Non, vous m'avez pas compris. Je veux dire, pour passer du cholestérol au prégnénolone, on a passé déjà par 4 réactions, c'est ça. Mais quelle est la principale qu'on doit apprendre? Vous n'êtes pas obligé d'apprendre aucune. Vous êtes obligé de retenir comme quoi la réaction de passage de cholestérol à la prégnénolone, c'est une étape principale, c'est l'étape initiale et c'est une étape de régulation, c'est tout. C'est tout ce que vous êtes obligé d'apprendre, qui est catalysé par une enzyme qui s'appelle la dysmolase, c'est tout. Ça, je vous ai expliqué pour comprendre. C'est clair? Ok, oui. C'est clair, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le carbone, le OH, ça c'est pour juste comprendre. OK? Donc la prégnénolone, maintenant je vous ai dit, donc il y a plusieurs voies, donc il y a 2 voies. On peut emprunter la voie P4 ou bien la voie P5. P4, P5 par rapport à la double liaison. P4, ça veut dire la double liaison, elle va devenir au niveau du carbone 4. Et P5, ça veut dire que la double liaison, elle reste au niveau de carbone 5. Par exemple, prégnénolone, c'est une P4 ou bien P5? P5. C'est une P5. OK. Voilà, c'est une P5. On va commencer par exemple par la voie, par une seule voie, après l'autre, on va juste, parce que c'est à peu près la même chose. Donc, si on emprunte la voie P4, donc c'est que la prégnénolone, elle va passer par la progestérone. Elle va passer par la progestérone. Regardez, c'est quoi la différence entre la prégnénolone et la progestérone? Ici, c'est la même chose, la même chose, la même chose. La différence, c'est ici. La double liaison qui était en P5 est devenue en P4 et le OH est devenu cétone. Pourquoi il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que ce OH, on a essayé d'enlever les hydrogènes à ce OH via l'enzyme la 3-bêta déshydrogénase. 3-bêta HSD, c'est une déshydrogénase. En chimie, quand on dit déshydrogénase, ça veut dire on enlève des H. OK? Donc, la 3-bêta déshydrogénase, donc, elle a enlevé donc 3 hydrogènes. Et elle a synthétisé donc une cétone à la place de OH. Le problème, c'est que si je mets ici une cétone et que la double liaison ici, il y a un déséquilibre. En chimie, je ne sais pas ce que vous vous rappelez, il y a toujours les doubles liaisons, elles aiment toujours être alternées. Une double simple, c'est la structure la plus stable des liaisons chimiques. Double simple, OK? C'est pour ça, dès que le OH devient cétone, donc cette double liaison en 5, elle se déplace vers le carbone 4. Et on aura la progestérone. Ça, c'est la progestérone. OK? La progestérone, je pense que vous connaissez tous la progestérone. Vous connaissez la progestérone? Oui. Même avant qu'on fasse ce cours, vous connaissez ce qu'est la progestérone. OK? Après, à partir de la progestérone, je prends la première classe des corticoïdes, les glucocorticoïdes de cortisol dans le chef de file. De la progestérone au cortisol, tout ce qu'on va faire, c'est de rajouter des OH. Donc, en rajoutant un OH en 21 alpha, par la 21 alpha hydroxylase, on va avoir la désoxycorticostérone.
en rajoutant après un deuxième OH en 11 bêta, par la 11 bêta hydroxylase, je vais avoir la corticostérone. Et en rajoutant un troisième OH au niveau de 17 alpha par la 17 alpha hydroxylase, je vais avoir du cortisol. Donc, pour passer la progestérone au cortisol, on a 3 hydroxylations. La 21 alpha, la 11 bêta et la 17 alpha hydroxylase. Ça, c'est important à retenir. OK? C'est important à retenir comme quoi on a besoin de 3 hydroxylations parce qu'on va voir après, dans la suite, quand on arrivera aux pathologies, comme quoi il y a des déficits qui intéressent ces enzymes-là. La 21 alpha hydroxylase, la 11 bêta hydroxylase et la 17 alpha hydroxylase. Surtout ces deux premières-là, la 21 et la 11 bêta hydroxylase. C'est clair? Et on va synthétiser le cortisol. OK? C'est-à-dire on peut passer par ce chemin, comme on peut passer par le chemin delta 5. C'est-à-dire on va hydroxyler tout d'abord en 17 alpha hydroxylase. Après, on va rajouter les deux autres, la 21 et la 11 bêta. Et on va avoir la même chose, du cortisol. Pour synthétiser la deuxième famille, qui est les minéralocorticoïdes dont le chef de file est l'aldostérone, c'est à peu près comme le cortisol. Donc, on va synthétiser la progestérone. Après, on va faire 2 hydroxylations 21 et 11 bêta. Mais cette fois-ci, l'aldostérone, elle n'a pas besoin de l'hydroxylation au niveau de 17 alpha. Par contre, on va lui rajouter un aldéhyde au niveau du carbone 18. C'est pour ça qu'on l'appelle aldostérone. Ald, c'est par rapport à l'aldéhyde. On a créé une fonction aldéhyde au niveau du carbone 18 par une enzyme qui s'appelle l'aldostérone synthétase. Donc, la différence entre le cortisol et l'aldostérone, c'est que le cortisol, il y a une hydroxylation au niveau de 17 alpha, alors que l'aldostérone, il y a une fonction aldéhyde au niveau de carbone 18 et qu'elle n'a pas un OH au niveau de 17. C'est tout. Donc, entre cortisol et aldostérone. La troisième famille, qui ce sont les hormones, qui sont les hormones, et toutes ces hormones-là, elles sont à 21 atomes de carbone. Progestérone, là, donc on n'a pas c'est-à-dire enlevé encore des carbones. Elles ont toutes 21 atomes de carbone. Cortisol, progestérone, aldostérone. Et pour les autres hormones, les stéroïdes sexuels, donc on a besoin d'enlever un peu d'autres carbones. Donc c'est pour ça qu'on enlève on enlève encore 2 carbones par la 17-20-léase. C'est en enlevant ces 2 carbones qu'on va commencer à synthétiser les hormones sexuelles. Donc, on va avoir des hormones à 19 atomes de carbone. OK? À 19 atomes de carbone. Donc, c'est le déhydroépiandrostérone et l'androstérone. Après, si encore on va déshydrogéner le carbone 19, on va avoir l'androstendiol et la testostérone. Et le stradiol, donc pour le stradiol, on va lui enlever encore un autre carbone. Ce carbone-là, le 10, donc on va l'enlever. Ça va donner des hormones à 18 atomes de carbone. Et en même temps, c'est quoi la différence? C'est que les oestrogènes, si vous avez remarqué le cycle A, il est devenu un cycle. C'est quoi ce cycle-là? Comment on appelle un cycle comme ça? Un cycle aromatique. Un cycle aromatique. Voilà. D'ailleurs, pour passer aux oestrogènes, vous n'avez qu'à aromatiser les androgènes. L'aromatisation des androgènes, ça donne les oestrogènes. OK? Ça donne les oestrogènes, évidemment. Plus le fait, c'est la réaction d'aromatisation qui va aboutir à la perte d'un CH3 parce que je ne peux pas aromatiser si je ne perds pas ce carbone ici en plus. Donc, vous avez vu que comme quoi la synthèse, elle est quand même liées entre ces 3 familles. C'est pour ça qu'on les étudie en même temps. Donc, elles commencent toutes par le cholestérol, on résume. Elles commencent toutes par le cholestérol qui passe au prégnénolone P5 via la desmolase qui est l'étape de régulation. Après, à partir de prégnénolone, je peux emprunter la voie P4 passant par la progestérone. Donc, via 3 hydroxylations successives, je vais avoir le cortisol.
Et via les deux hydroxylations plus l'ajout d'aldéhyde, donc je vais avoir de l'aldostérone. Donc, je peux donc synthétiser ces deux-là aussi en passant par la voie P5, c'est-à-dire en commençant par l'hydroxylation 17, après la suite des deux autres réactions pour chacune des familles. Pour synthétiser les hormones sexuelles, donc j'ai besoin d'enlever encore 2 atomes de carbone via la 17-20-léase et faire un peu des oxydations par la 3-bêta à HD2C, c'est la même qu'en haut. Donc, je vais synthétiser les androgènes. Et pour synthétiser les oestrogènes, j'ai besoin d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui transforme le cycle A en cycle aromatique. Voilà le résumé de synthèse des hormones stéroïdes. Docteur. Oui. Puisque les hommes n'ont pas d'ostradiol comme les femmes, donc on comprend que l'homme ils n'ont pas. Ils ont une petite aromatase. quantité. C'est pas qu'ils n'ont pas. Ils ont une petite. Je veux dire l'aromatase. Ils n'ont pas d'aromatase. C'est pour ça mais pourquoi les hommes n'ont pas du tout les oestrogènes? Ils ont les oestrogènes, mais à une quantité très faible. On verra après la répartition des oestrogènes chez le sexe féminin et masculin. Et on va répondre à ta question. Donc, il y a des oestrogènes chez le sexe masculin, mais déjà, quand on dit les oestrogènes, c'est des types. Il y a le 1, le E2 et le E3. Et aussi leur concentration et leur lieu de synthèse est différent. On verra après. OK? Parce que la synthèse des oestrogènes chez la femme et chez l'homme, c'est différent. Le lieu et la concentration. Je veux dire est-ce que la femme, elle a de la testostérone? Oui, bien sûr. Parce que puisque l'estradiol passe par la testostérone. Mais même l'homme, il a des oestrogènes. Hein? Même l'homme, il présente des oestrogènes. Donc, il synthétise des oestrogènes, mais à une quantité très, très faible. Une quantité très, très faible. Moi, je veux dire que le déficit en oestrogène est en rapport avec l'enzyme aromatase. Le déficit, le manque d'oestrogène. Oui, voilà, chez l'homme. C'est en rapport avec le déficit en aromatase. Non, c'est pas en rapport avec l'aromatase. C'est en rapport avec l'organe. Parce que la transformation des androgènes en l'aromatase, elle existe dans les ovaires, essentiellement dans les ovaires. Mais elle existe aussi dans les tissus périphériques comme la peau et le foie. Mais c'est les ovaires c'est-à-dire qui possèdent une quantité importante d'aromatase. Donc, ces réactions ne se déroulent pas. C'est-à-dire, c'est pas une absence, c'est une question d'organe. Le fait que l'homme n'a pas les ovaires, donc on n'a pas la granulosa, la partie où l'aromatase elle est très concentrée. Donc, c'est pour ça que chez l'homme, il y aura uniquement la transformation périphérique, la synthèse périphérique des oestrogènes par le foie et la peau. Donc, c'est pas au niveau des testicules qu'on synthétise les oestrogènes chez l'homme. Donc, docteur, ces réactions ne se déroulent pas dans le même organe. Toutes ces réactions. Il y a des transformations périphériques. Pour le cortisol et l'aldostérone, non. Pour les glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes, vous n'avez uniquement que la corticosurrénale qui synthétise ces deux familles. Mais pour les hormones sexuelles, donc il n'y a pas que les gonades. Quand on parle gonades, c'est les ovaires et les testicules qui peuvent les synthétiser. Il y a des transformations périphériques, ce qui explique après la ménopause. La femme après la ménopause, les ovaires sont en retraite. Donc, d'où est-ce qu'elle, c'est-à-dire, elle ramène c'est-à-dire un peu ses hormones féminines. C'est par la transformation c'est-à-dire des hormones synthétisées par la corticosurrénale au niveau périphérique. On verra ça après, c'est-à-dire on va en parler. Madame. Pardon. Donc, pour les ovaires et les testicules, on aura juste la voie P5. Il y a les deux voies, mais une voie elle prime sur les autres. Ça dépend le côté. Il ne faut pas anticiper. Parce que ça dépend c'est-à-dire même, parce qu'on a besoin de la voie P4, on a besoin aussi de la progestérone.
C'est une hormone féminine, c'est une hormone, la progestérone, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme. D'accord, merci. Ok, donc on verra comme quoi il y a les deux voies, elles sont sollicitées, mais ça dépend. Je ne sais pas ce que vous avez fait un peu l'histologie, Mazel. C'est-à-dire, par exemple, les ovaires, vous avez la tech interne. On n'a pas encore fait les appareils génitaux. Madame? On n'a pas encore fait les appareils génitaux. Vous n'avez pas encore fait, hein. Donc, c'est-à-dire, si on a, c'est-à-dire la prochaine séance, si vous arrivez à ça, donc ce sera plus facile pour vous. Sinon, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, on va l'expliquer rapidement. Mais il ne faut pas anticiper. Donc, toutes ces questions que vous avez posées, donc, c'est-à-dire que vous aurez des réponses dans la suite des cours. Madame. Pour le passage des androgènes vers les oestrogènes, on a besoin de faire des aromatisations avec perte de quoi? Perte d'un CH3, parce que les oestrogènes, c'est 18. C'est 18 carbones par rapport aux androgènes. Pourquoi je ne peux pas faire un cycle aromatique ici avec un carbone, sinon je vais avoir un carbone avec 5 liaisons, alors que le carbone, il peut avoir uniquement... Les liaisons, il peut avoir le carbone. 4 liaisons. 4. Donc, je suis obligée de perdre un CH3 pour faire un cycle aromatique. En quelle position? En C3 ou bien c'est quoi C3, la numérotation de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6. En 6, mais ce carbone, c'est le 10, parce que ça, c'est le 6, mais celui-là, c'est le 10. C'est en C6. C6, c'est le carbone qui reste, mais Wina qui est perdu. C'est 10. On revient. On a le cholestérol. C'est celui-là. On perd celui-là. OK? En 10. Donc, c'est le carbone 10, mais ce n'est pas le carbone 10 qu'on perd. Ce sera le carbone 17, peut-être. Attendez. Attendez, c'est quel numéro celui-là? On va le déduire ici, dans la synthèse. Dans la synthèse. Ici, 21, on a rajouté ici la 11, on a rajouté ici le 17. Le 17 hydroxylase. Où est-ce qu'il est le 17? C'est ici. Donc, celui-là, normalement, ce sera c'est pas le 11, c'est le 10. Voilà, c'est le 10. C'est clair? Madame. C'est quoi la différence entre la synthèse d'oestrogène et l'ostradiol? Les oestrogènes, c'est une famille. Vous avez l'œstrone, l'œstradiol et l'œstréol. Quand on dit oestrogène, c'est le tout. Les oestrogènes, vous avez 3 molécules. Vous avez l'œstradiol, vous avez l'œstrone et vous avez l'œstréol. Madame. Oui. C'est par rapport au nombre de OH. Où ça? Pour oestradiol, oestriol et... Oui. On verra tout ça. Hein. Il y a les hormones féminines, on les fera en détail. Il ne faut pas anticiper. Okay? Merci, madame. On fera tout ça. On va revoir les structures pour chaque famille. Faut pas... on va aller petit à petit. Vous gardez ces questions. Si vous n'aurez pas des réponses, c'est-à-dire vous les reposez, il n'y a pas de souci. Mais si on arrive à répondre durant c'est-à-dire la continuité du cours, donc c'est bon. C'est-à-dire c'est pas la peine qu'on c'est-à-dire perd du temps plutôt à répondre à des questions qu'on verra plus tard. Donc on distingue, donc en résumé, on distingue 2 voies possibles. Vous avez la voie P4 qui passe par la progestérone et la voie P5 qui passe uniquement par la prégnénolone. Donc ça, c'est les réactions de synthèse. Une fois ces hormones-là, ces différentes hormones, elles sont synthétisées, elles vont se retrouver au niveau de la circulation générale. C'est clair? Le fait que ces hormones, elles dérivent du cholestérol. Donc, on peut dire que leur nature physique, elle est à peu près de chimique plutôt, lipophile. Oui. Et je pense qu'on vous a dit que tout ce qui est lipophile, il a besoin de transporteurs pour qu'il puisse être transporté d'une façon homogène au niveau de la circulation sanguine. C'est pour ça que la plupart des hormones stéroïdes, elles ont besoin d'un transporteur. Le transporteur, il peut être, c'est-à-dire un transporteur qui est
qui est non spécifique, comme le cas de l'albumine, mais on peut avoir des transporteurs spécifiques à chaque, ou bien un groupe de molécules. C'est le cas, par exemple, de CBG qui transporte le cortisol, essentiellement le cortisol, et la TEBG qui transporte essentiellement la testostérone, mais aussi les oestrogènes et tout. Certaines hormones, on verra par la suite, même si elles sont stéroïdes, elles n'ont pas besoin vraiment de ce transporteur, donc elles sont en grande quantité sous forme libre. Mais que ce soit l'hormone, elle est transportée, fortement transportée ou bien faiblement transportée, il va nous rester toujours, on va distinguer toujours une forme liée et une forme libre. La forme libre, c'est elle qui va être, c'est la forme biodisponible qui va être active et qui va aussi être responsable des différentes régulations. Donc, c'est très important de maîtriser ce point parce que la concentration des transporteurs, elle va influencer la concentration de la forme libre. Alors que tous les signes cliniques, toutes les perturbations, elles sont en relation directe avec la forme libre. Avec la forme libre. Voilà, donc c'est très important de ne pas oublier les perturbations des concentrations des transporteurs qui peuvent avoir une influence sur la forme libre. C'est comme l'histoire qu'on a vue, par exemple, on a vu côté albumine, calcium et tout. Je vous ai expliqué un peu ça dans le cours acido-basique. Donc, toujours, il faut faire attention à ce point-là. Madame, mais la forme libre, elle est juste à côté de la cellule cible. Mais le sang, elle est transportée. Là, je suis donc là au niveau de la circulation générale, au niveau du sang. Du coup, au niveau du sang, donc il y a une partie qui est liée à un transporteur, il y a une partie qui reste libre. D'accord. Ok, et c'est cette quantité qui est libre qui est, quand elle arrive au tissu cible, elle agit rapidement. Donc après celle qui est liée, pour qu'elle puisse être active, elle doit être libérée de sa liaison. Et il y a un équilibre entre la forme libre et la forme liée. Parce que à chaque fois que je perds, donc l'équilibre, il va vers la libération d'une molécule liée. Après, il y a des facteurs qui favorisent cette liaison, ou bien qui inhibent cette liaison. Donc là, ces hormones-là, les hormones stéroïdes, donc une fois elles arrivent à leur site d'action, donc c'est-à-dire elles suivent différents mécanismes d'action. Donc normalement, vous avez fait dans les généralités, comme quoi les hormones, tout ce qui est hormones hydrophiles, elles ont beaucoup plus des récepteurs membranaires parce qu'elles ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, c'est des hormones qui se lient à leurs récepteurs membranaires. Après, il y a transduction de signal à l'intérieur des cellules. Alors que les hormones lipophiles, elles peuvent pénétrer normalement la membrane cellulaire et avoir des actions en intracellulaire, des fois même en intranucléaire. OK? Donc ça, vous l'avez fait dans la généralité. Donc, une hormone lipophile, elle peut directement traverser la membrane cellulaire et avoir des actions intracytoplasmiques, voire même en intranucléaire, comme elle peut avoir aussi, ce n'est pas interdit d'avoir un récepteur membranaire, c'est-à-dire qui accueille cette hormone qui est lipophile. Donc, cette action qui est beaucoup plus intracellulaire explique l'impact, explique l'impact donc de ces hormones lipophiles quand elles sont déréglées au niveau en intranucléaire, parce que ces hormones-là, généralement, elles régulent l'expression des gènes, ok? Donc, elles sont responsables de la régulation de l'expression des gènes dont elles sont concernées de réguler. Donc, leur effet quand même est un effet plus, c'est-à-dire quand il est perturbé, est un effet plus grave que les hormones, par exemple, à action membranaire, où l'effet il est un peu, c'est-à-dire plus limité. Le catabolisme, une fois l'hormone donc
elle a fini son travail, le corps, évidemment, donc il doit la détruire pour ne pas avoir un effet accumulé. Donc, c'est le catabolisme. Le catabolisme des hormones stéroïdes, il a un seul objectif, c'est de rendre ces hormones stéroïdes très, très, très hydrophiles pour qu'ils soient facilement éliminables par la voie urinaire. Donc, cette transformation, elle se fait par différentes réactions de réduction ou bien d'hydroxylation et de conjugaison à l'acide sulfuronique ou bien à l'acide glucuronique, donc afin de rendre la molécule hydrophile. Et en finalité, donc, on distingue essentiellement deux groupes de catabolites. Ce sont les 17-hydroxystéroïdes et les 17-cytostéroïdes. Ces groupes de catabolites, ils étaient très, très importants à l'époque, donc utilisés comme biomarqueurs de diagnostic, d'exploration des perturbations de ces hormones stéroïdes. Les 17 stéroïdes qui beaucoup plus donc issus de catabolisme des androgènes et les hydroxystéroïdes qui sont issus beaucoup plus des glucocorticoïdes. Donc les glucocorticoïdes, donc comme catabolites, on a les 17 hydroxystéroïdes et les 17 cytostéroïdes, alors que les androgènes, donc ils libèrent uniquement les 17 cytostéroïdes. Quant à l'aldostérone, le catabolite principal de l'aldostérone, c'est le tétrahydroaldostérone, donc qui est aussi un catabolite très recherché en cas de problème lié à l'aldostérone. Madame, donc si on suspecte un problème au niveau de la sécrétion de ces hormones, on va se diriger vers les produits de... C'était avant. Avant, on utilisait ça. On demandait le dosage des 17 hydroxystéroïdes et les 17 cytostéroïdes. Mais actuellement, on verra dans l'exploration qu'on n'utilise plus ces catabolites, mais on a d'autres marqueurs, on a d'autres paramètres à rechercher. Donc, l'hiérarchie du système endocrinien, donc on passe maintenant à la régulation. Qui dit hormone, dit évidemment régulation. Donc, les régulations de ces hormones, donc, dans la plupart, c'est-à-dire c'est le système hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire gonadie, plutôt périphérique, glande périphérique. Donc, on a toujours un hypothalamus qui synthétise, qui libère des hormones peptidiques, qui stimule l'hypophyse à synthétiser des hormones hypophysaires. Et ces hormones hypophysaires, elles ont une action au niveau périphérique pour synthétiser différentes hormones, comme c'est le cas de la corticosurrénale ou bien des gonades, les testicules, les ovaires et tout. OK? Donc, ces axes-là, donc cette hiérarchie endocrinienne, elle a un objectif très important, c'est ce qu'on appelle la multiplication de signal. Le fait d'avoir plusieurs paliers, donc ça donne, c'est-à-dire une possibilité de multiplier un signal. Un petit signal au niveau hypothalamique va être traduit par la synthèse de plusieurs molécules au niveau hypophysaire et chaque molécule va être transformée en plusieurs molécules au niveau périphérique. Donc, la régulation donc, de la synthèse des hormones stéroïdes, elle est régulée par deux axes. Donc là, on a plusieurs axes. Par exemple, vous avez fait avec le Dr Dahmani cet axe-là, l'axe de TRH, TSH, stéroïdes. OK? Oui. Vous allez faire avec moi par la suite cet axe de l'ADH, l'axe de l'AGH, l'axe de la prolactine et l'ocytocine. Et actuellement, dans ce cours, le cours des hormones stéroïdes, donc les deux axes qui nous intéressent, c'est cet axe-là de l'ACTH corticosurrénal et l'axe des gonadotrophines FSH-LH et testicules et ovaires. C'est les deux axes. Pourquoi c'est ces deux axes? Parce que ce sont les glandes qui synthétisent principalement les hormones stéroïdes, la corticosurrénale, les testicules, les ovaires. Bien sûr, on a comme exception
le placenta chez la femme enceinte. On verra après l'hormonologie de la grossesse. On va mieux comprendre, c'est-à-dire la particularité de la synthèse hormonale durant la grossesse. Donc, la régulation s'effectue au niveau du passage du cholestérol au niveau du prégnénolone. Je vous ai dit, c'est la première étape qui est mitochondriale. C'est l'étape clé où se fait le contrôle de la synthèse stéroïdienne. Donc, on a besoin de deux types de régulation. Vous avez le contrôle par l'axe de l'ACTH qui régule uniquement, évidemment, la synthèse des hormones stéroïdes au niveau, l'axe de l'ACTH au niveau de la cortico-surrénale. Et on a besoin de la LH, l'axe de la LH, qui est FSH, qui régule la synthèse des hormones stéroïdes au niveau des gonades, au niveau des testicules et des ovaires. Si je prends la CTH ou bien la LH, donc elle stimule la pénétration du cholestérol dans la cellule, dans la mitochondrie, et la biosynthèse des enzymes mitochondriales. Donc, c'est la CTH, elle est responsable de la synthèse des enzymes, responsable de la première étape de synthèse des hormones stéroïdes, qui est le passage du cholestérol à la prégnénolone. Donc là, pour les dosages des hormones en laboratoire, donc ça ne vous intéresse pas trop, mais ça se fait par des techniques immunologiques, antigènes, anticorps. Madame? Oui? Donc, là, c'est un point qui n'est pas très important pour vous. C'est juste avoir une idée comme quoi les hormones stéroïdes au laboratoire, on les dose par des techniques antigènes, anticorps, techniques immunologiques par des méthodes dites compétition. On commence par la première glande qui synthétise les hormones stéroïdes, qui est la glande, la cortico-surrénale. Avant de parler de la cortico-surrénale, évidemment, on doit déjà parler de la surrénale. Parce que la cortico-surrénale est une partie de la surrénale. OK? La surrénale, c'est une glande qui coiffe quoi? Les reins. Qui coiffe les reins. C'est pour ça qu'on l'appelle surrénale. Elle est formée de deux parties. La partie médulaire, la médullo-surrénale, et la partie corticale qui est la cortico-surrénale. OK? Médullo-surrénale et cortico-surrénale. Les deux parties, elles ont des fonctions totalement différentes. La médullo-surrénale, on va voir après, elle synthétise tout ce qui est neuromédiateur comme les catécholamines, l'adrénaline et tout. Et la partie corticale, elle synthétise les hormones, c'est-à-dire les hormones stéroïdes. Donc, et cette cortico-surrénale, la partie le cortex, aussi, elle est subdivisée en trois couches. Vous avez la réticulée, la fasciculée et la glomérulée. La glomérulée, elle synthétise les hormones, les minéralocorticoïdes. La fasciculée, elle synthétise les glucocorticoïdes et la réticulée, elle synthétise les androgènes, ok, ou bien ce qu'on appelle les hormones sexuelles. Ok? Donc, glomérulé, c'est tout ce qui est électrolyte, minéral, c'est l'aldostérone. Le deuxième, c'est le cortisol. Après, ce sont les androgènes. Donc, qui fait la différence entre les différentes couches? À votre avis, pourquoi chaque zone, elle synthétise un groupe d'hormones? Les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les stéroïdes sexuels. C'est quoi Selon les enzymes disponibles. Ben là, la différence, c'est les enzymes disponibles. D'ailleurs, si je prends, attendez, voilà, si je prends la zone, la glomérulée, qui est responsable de la synthèse de l'aldostérone, l'enzyme absente, c'est la 17-hydroxylase. Alors que si je n'ai pas de la 17-hydroxylase,
je ne peux pas synthétiser le cortisol et je ne peux pas synthétiser les androgènes, les hormones sexuelles. La fasciculée, elle n'a pas la 18 hydroxylase. Alors que si je n'ai pas la 18 hydroxylase, je ne peux pas synthétiser l'aldostérone. La réticulée, elle n'a pas la 18 hydroxylase et elle n'a pas la 21 hydroxylase, donc elle ne peut pas synthétiser et le cortisol et l'aldostérone. Voilà, la voie empruntée par la corticosurrénale, on peut emprunter la voie P4, c'est la principale voie, donc la voie P4, comme on peut emprunter la voie des androgènes, c'est la voie P5. P5. Voilà. Donc, la régulation de la synthèse hormonale par la corticosurrénale se fait par le système de régulation différent selon la zone. Donc, pour comprendre mieux tout ce qu'on vient de dire, donc on va faire classe par classe. On va commencer par les glucocorticoïdes. Donc, on va faire les glucocorticoïdes à part, minéralocorticoïdes, et à la fin, on va faire les stéroïdes sexuels. Et dans les stéroïdes sexuels, on fera tous les organes, c'est-à-dire la corticosurrénale, les ovaires, les testicules et le placenta, c'est-à-dire l'hormonologie de la grossesse. Donc, on commence par les glucocorticoïdes. On a dit que le glucocorticoïde, c'est un groupe d'hormones qui régule la concentration du glucose au niveau de notre organisme. Donc, le cortisol, comme vous voyez la structure, c'est un stéroïde, hormone stéroïde avec le noyau stérane. Voilà, évidemment, c'est un P4 parce que c'est la fin de la chaîne de synthèse avec différentes hydroxyles au niveau de la 11, au niveau de 17 et au niveau de 21, de l'atome de carbone 21. Voilà. Donc, et la synthèse après la première étape de transfert à partir de la progestérone, donc à partir de la progestérone pour arriver au cortisol, donc on a besoin de 3 hydroxylations, c'est la 17 alpha hydroxylase, la 21 hydroxylase et la 11 bêta hydroxylase. Et comme remarque, la 17 alpha hydroxylase, elle est présente uniquement dans la zone fasciculée. D'ailleurs, même les précurseurs de la zone réticulée, donc, ils proviennent de la zone où est-ce qu'elle est là? Les précurseurs de la zone réticulée, ils proviennent de la zone fasciculée. Donc, ça, c'est les étapes. Les étapes, c'est pas la peine que je répète les étapes. On les a vues dans le schéma général. C'est la même. Ça, c'est des détails. Pas la peine. C'est pas la peine trop. Donc, ça, c'est la première étape de la dysmolase. Après, les différentes hydroxylations et tout. Voilà. Voilà. Le transport du cortisol. Donc, dans le sang, le cortisol, donc, il se trouve, j'ai dit, se forme libre uniquement 2 à 5% du cortisol synthétisé, il se forme libre, c'est la forme active. Et le reste, il est lié à la protéine de transport d'une façon très minimale à l'albumine et jusqu'à 98% donc, au CBG, donc cortisol binding globulin, ou bien ça s'appelle aussi la transcortine, qui est le transporteur spécifique du cortisol. Donc, le CBG, donc, il est synthétisé dans le foie. Donc, il faut faire très attention aux pathologies du foie qui peuvent affecter la concentration de CBG. Donc, la concentration sérique, elle est à peu près de 30 mg par litre. Et la synthèse est soumise à la régulation aussi. Donc, la synthèse de la CBG est stimulée par les oestrogènes et les hormones thyroïdiennes et inhibée par les androgènes et le cortisol. Donc, on commence par l'inhibition. Le cortisol, donc, c'est clair qu'il va inhiber la synthèse de son propre transporteur pour qu'il n'y ait pas beaucoup de cortisol. Donc, c'est comme si c'était un rétrocontrôle. OK?
Donc, les oestrogènes, ils sont connus, les hormones thyroïdiennes, ils sont connus au niveau hépatique comme stimulateurs de la synthèse de toutes les protéines. N'importe, c'est une stimulation non spécifique. Donc, ça n'est pas juste, c'est-à-dire comme objectif d'augmenter la synthèse de la CBG, mais les oestrogènes et les hormones thyroïdiennes en général, elles augmentent la synthèse protéique au niveau hépatique. Par contre, la concentration, elle diminue au cours des états de déperdition protéique. Par exemple, l'insuffisance hépatique, c'est normal. Si le foie il est malade, il ne pourra pas synthétiser des quantités importantes de CBG. Vous avez les déficits héréditaires d'une protéine ou bien le syndrome néphrotique où ce CBG-là, tellement c'est une petite molécule, elle peut être perdue rapidement au niveau du rein. Le transport, donc, elle ne transporte pas uniquement le cortisol, mais elle peut transporter aussi la progestérone et la 17-hydroxyprogestérone. Donc, la demi-vie, donc le fait que le CBG est presque 98% lié à cette CBG, donc, rend que la demi-vie du cortisol, elle est quand même un peu importante, 70 à 90 minutes. Intérêt pour la détermination de la cinétique d'administration du glucocorticoïde et les conséquences graves d'une insuffisance de sécrétion. Le catabolisme du cortisol, donc, comme je l'ai dit au départ, c'est la même chose avec toutes les hormones stéroïdes. C'est des réductions et des hydroxylations qui vont aboutir au catabolite qui s'appelle les 17-hydroxystéroïdes et les 17-cétostéroïdes, qui étaient à l'époque des marqueurs utilisés dans l'exploration des problèmes liés au cortisol. Le rôle des glucocorticoïdes au niveau du corps humain maintenant, donc ça résume en quoi à votre avis, le rôle des glucocorticoïdes? Anti-inflammatoire. L'intervention de la glycémie. Glycémie. Le rôle principal, quoi ce bruit? Le rôle principal des glucocorticoïdes, c'est la régulation de la concentration de la glycémie au niveau du sang. Suite à des hypoglycémies, il y a un signal qui détecte ces hypoglycémies, donc qui stimule la sécrétion de cortisol, dont le rôle est d'augmenter la glycémie au niveau de la circulation générale. Et pour augmenter cette glycémie, donc le cortisol, il va utiliser différents moyens. Donc au niveau hépatique, il va avoir une action anabolique. Ça veut dire il va stimuler donc la synthèse la néosynthèse, la néoglucogénèse. Et il va aussi libérer le glucose à partir du glycogène. OK? Mais pour avoir la néoglucogénèse, on a besoin de précurseurs qui sont acides aminés. Donc, pour avoir ces acides aminés, donc il est obligé d'agir au niveau du muscle et provoquer une protéolyse pour libérer les acides aminés qui seront utilisés par le foie pour la régénération du glucose. OK? Et en même temps, au niveau du tissu adipeux, pour préserver ce glucose qui est synthétisé par le foie pour qu'il ne soit pas consommé à des buts énergétiques, donc il va stimuler la lipolyse au niveau du tissu adipeux plutôt. Comme ça, le tissu adipeux, donc, il va libérer les triglycérides qui seront utilisés dans la synthèse de l'énergie à la place du glucose qui sera évidemment, en même temps, il va libérer le glycérol qui est aussi le glycérol et il est utilisé pour c'est-à-dire la synthèse des corps cétoniques et tout, la régénération pour préserver le glucose parce que le corps, pour lui, il doit augmenter la concentration de glucose. OK? Madame. Oui. Donc, les glucocorticoïdes, ils stimulent la glycogénèse. La glycolyse. Ils stimulent la glycolyse, mais ils stimulent la néoglucogénèse. C'est différent.
pour le glycogène. Il stimule la libération, la dégradation de glycogène pour libérer le glucose. Pour la néoglucogénèse, il stimule la synthèse d'un nouveau glucose à partir des acides aminés. C'est clair? Madame, tu peux répéter pour le tissu un petit peu? Donc, j'ai dit, donc, le rôle de cortisol, c'est d'augmenter la concentration de glucose. Pour augmenter cette concentration de glucose, il va utiliser plusieurs moyens. Un, il va augmenter, déjà, il va commencer par le glycogène. Le glycogène, il va libérer le glucose qui est stocké au niveau du glycogène musculaire et hépatique. Donc, il va faire une glycogénolyse. Si cette glycogénolyse n'est pas suffisante, il va solliciter le foie pour synthétiser à nouveau le glucose. Et pour synthétiser à nouveau du glucose, j'ai besoin des acides aminés. Ces acides aminés, ils seront issus de la lipolyse, plutôt protéolyse des muscles. Donc, tout ça, c'est pour synthétiser ou bien libérer du glucose. Mais pour garder ce glucose, comme ça c'est du glucose et ne pas le consommer, donc il va stimuler la lipolyse au niveau du tissu adipeux pour libérer le glycérol et les acides gras qui vont être utilisés pour la synthèse d'énergie à la place du glucose. Donc ce glucose-là, il va rester du glucose et il va contribuer à l'augmentation de la glycémie. OK? Et en même temps, comme conséquence, tout ce qu'on sollicite pour libérer les acides aminés, ça va être au niveau musculaire, mais aussi ça va affecter d'autres tissus, à savoir les tissus immunologiques, donc le tissu lymphoïde, donc, ou bien les autres, la peau, par exemple, au niveau de la peau, donc ça va fragiliser la peau tellement il y a une perte protéique, une perte du collagène, donc il y aura une perte protéique. Au niveau du tissu lymphoïde aussi, il y aura une diminution de la synthèse des immunoglobulines parce qu'il y a peu de, c'est-à-dire la même chose, c'est le fait d'avoir des acides aminés. Donc c'est pour ça, il y a ce qu'on appelle quand il y a beaucoup de cortisol, il y a l'immunité elle est basse ou bien élevée. L'immunité basse. L'immunité, elle est basse. D'ailleurs, c'est le processus qui est utilisé, par exemple, le corticoïde, c'est une toute famille de molécules qui est utilisée comme immunosuppresseur. En cas, par exemple, de greffe, les greffés, et dans les protocoles c'est-à-dire pour éviter le rejet de greffons, donc il y a toujours l'utilisation des molécules immunosuppresseurs spécifiques, mais on utilise aussi les corticoïdes pour avoir cet effet, je suis là jusqu'à 5 heures. Donc, pour avoir cette politique sur la peau. Bien sûr. C'est pour ça quelqu'un qui est sous corticoïde à long cours, par exemple, tu vas trouver qu'il a une peau très fragile, c'est-à-dire une peau très fine, fragile, parce qu'il perd les protéines sous-dermiques. Il y a une perte de protéines. Et vous allez voir qu'au niveau des membres, il y a une perte de muscles au niveau des membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc, c'est-à-dire, ça se voit cliniquement déjà. Docteur, l'effet catabolique, c'est par rapport aux protéines. C'est pas uniquement protéines. Le mot catabolisme, ça veut dire dégradation d'une molécule. OK? Vous avez fait ça en
Enfin, vous êtes en deuxième. Justement, Général. on a fait que le cortisol a un effet anti-insuline. L'insuline, il a un effet anabolique. Le cortisol, il a les deux effets. L'effet anabolique, il est très petit par rapport à l'effet catabolique. Le seul effet anabolique du cortisol, c'est la néoglucogénèse. C'est clair? Donc, il est vraiment très peu par rapport à l'effet catabolique qu'il engendre. Lipolyse, protéolyse, glycogénolyse. Là aussi, lyse, c'est catabolisme, ce n'est pas une synthèse. Donc, c'est pour ça le cortisol, c'est un effet anti-insuline. L'insuline, il fait le contraire, exactement le contraire. Madame, tu comparer le cortisol avec le glucagon? On peut le comparer, mais c'est deux choses différentes. Le glucagon, c'est vraiment... On était principal, non? Non, le glucagon, c'est vraiment c'est glucose. Ok, il ne touche pas trop aux autres. C'est le glucagon, il stimule la synthèse des enzymes de la c'est-à-dire la glycogénolyse et tout, par rapport à la glycogénolyse, le glucagon. C'est pas comme le cortisol, il touche tous les tissus. Le glucagon, l'action du glucagon, elle est plus limitée par rapport au cortisol. Est-ce que vous avez compris? Madame, le cortisol ne stimule pas la glycolyse. Si. La glycolyse, non. Il stimule la glycogénolyse. Au contraire, il bloque la glycolyse, le cortisol. D'accord, merci. Il bloque la glycolyse. Pour lui, le corps, il doit chercher de l'énergie en dehors du glucose. Parce que pour lui, il doit augmenter la consommation. Il a reçu un message comme quoi il y a une hypoglycémie, il doit augmenter la glycémie, c'est tout. Alors que le glucagon, c'est autre chose. Le glucagon, donc, il a même un lien avec le déficit énergétique. C'est avec l'énergie. Je ne vais pas entrer, sinon on va sortir du cours. Le glucagon, c'est beaucoup plus du côté énergétique. Il gère le côté cortisol, c'est le glucose. Il s'intéresse au glucose. Est-ce que c'est clair? Madame, on peut pas, donc pour la cortisol, elle ne stimule pas la néoglycogénogenèse. La néoglycogénèse. La production du glycogène. Non, non, c'est le contraire, il stimule la glycogénolyse. Voilà, parce que c'est en cours de physiologie qu'on avait fait qu'elle stimule la néoglycogénogenèse et la néoglycogenèse. Le cortisol il stimule la glycogénolyse. Voilà, d'accord. Pour libérer le glucose. Mais il stimule la néoglycogénèse. Madame. Oui, avec ça on est d'accord. Mais c'est juste en physiologie, on avait rajouté la production du glycogène. Et même avec la prof, on a trouvé ça. La libération du glucose. La glycogénogenèse, c'est une inhibition. Comment? Normalement, la glycogénogenèse, c'est une inhibition. Mais inhibition, voilà. Oui. Et aussi, la néoglucogenèse stimule. Stimulation, voilà. Ah, d'accord. Merci. Ok, donc on résume. C'est quelle heure? C'est -5, il nous reste 5 minutes. Donc, c'est-à-dire les glucocorticoïdes dans le chef de file de cortisol. Donc, au niveau du foie, il va libérer le glucose et les corps cétoniques. Les corps cétoniques, pourquoi? Parce que ce sera une source d'énergie. Les triglycérides qu'il a libérés au niveau du foie, c'est un peu métabolique. Donc, on peut pas, au départ, ils vont être utilisés dans le cycle de Krebs. À un certain moment, le cycle de Krebs sera bloqué par défaut d'oxaloacétate parce que les acides aminés sont utilisés dans la synthèse du glucose. Donc, du coup, l'acétyl-CoA il sera divisé vers la synthèse des corps cétoniques. Donc, c'est pour ça que les corps cétoniques, ils augmentent quand le cortisol augmente. Voilà.
Et en même temps, on va avoir aussi les acides gras libres, ils peuvent être augmentés tellement ils ne sont pas tous utilisés. Tout ce qui est là libéré n'est pas tous utilisé. Et même les acides aminés aussi. Et évidemment, augmentation de la glycémie. Après là, c'est différent la situation physiologique et la situation pathologique. Quand on est dans une situation physiologique, c'est-à-dire je n'ai pas mangé pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures, j'ai une hypoglycémie, il y a une augmentation du cortisol. Donc, c'est une augmentation déjà logique, physiologique du cortisol. Après, je ne vais pas avoir une augmentation. Si je vais faire un bilan après, je vais avoir, tout est normal. C'est-à-dire la glycémie s'est rétablie et tout et tout. Mais ces élévations-là, ces flèches élevées, on va les rencontrer dans le contexte pathologique. C'est quand il y a une augmentation pathologique de cortisol qui n'est pas en relation avec des situations d'hypoglycémie. On verra après quand on arrivera aux pathologies. Donc, c'est dans ces situations-là qu'on trouvera ces perturbations. Mais à l'état physiologique, donc, je ne vais pas avoir une hyperglycémie parce qu'il y a une réponse à une hypoglycémie. Non, je vais avoir un rétablissement de l'hypoglycémie. Donc, en résumé, donc, le cortisol, il a des actions métaboliques et des actions non métaboliques. Donc, voilà ce qu'on a dit par rapport à la néoglycogénèse, à l'utilisation du glucose et modification de la répartition pour les graisses. Qu'est-ce qu'il fait pour les graisses? Donc, il induit la libération, la lipolyse. Mais le problème, c'est que dans des situations physiologiques, ces acides gras libérés seront utilisés. Mais dans des situations pathologiques, ces acides gras qui sont libérés, c'est-à-dire il n'y a pas un déficit énergétique, donc ils ne sont pas utilisés. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces acides gras? Ils vont être redistribués. Et la partie qui va prendre en charge plus le stockage de ces acides gras, c'est au niveau du cou, au niveau du visage et au niveau de la ceinture abdominale. Ce qui va expliquer après, c'est-à-dire les signes cliniques d'un hypercortisolisme. On va les voir après. Et les effets Madame, est-ce que vous pouvez répéter le cas pathologique? Elles ne sont pas utilisées. Évidemment, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas besoin de glucose. Le glucose, il est normal. On verra ça quand on arrivera aux pathologies. Quelqu'un qui présente un hypercorticisme parce qu'il y a une synthèse anormale de cortisol, alors que son glucose, il est normal. Donc, enfin, c'est pas normal parce qu'on ne va pas trouver un normal avec un cortisol élevé, mais c'est-à-dire que le cortisol élevé n'est pas en réponse à une hypoglycémie, mais c'est juste une synthèse anarchique du cortisol. Donc, dans ce cas-là, vous allez trouver une hyperglycémie, des acides gras libres élevés, des acides aminés élevés, parce que, c'est-à-dire, il y a une libération illogique, c'est-à-dire de ce cortisol au niveau de la circulation sanguine. Pour les effets non métaboliques de cortisol, vous avez les effets anti-inflammatoires. C'est pour ça les corticoïdes qui dérivent des glucocorticoïdes. Donc, c'est toute une classe des anti-inflammatoires qui s'appelle les anti-inflammatoires stéroïdiens, les AIS. Vous ferez ça en pharmacologie en 3e année. Donc, c'est toute une classe pharmaceutique. Donc, ils sont utilisés aussi comme ils ont un effet anti-allergique. Inhibe la libération de l'histamine, de la sérotonine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les utilise, par exemple, dans les trucs, les crises d'allergie, par exemple, quand il y a une piqûre, par exemple, par un abeille ou bien par une guêpe, par exemple, et que la personne, elle développe un œdème important. Donc, directement, l'injection de l'HC, qui est l'hydrocortisone, qui est un corticoïde, donc directement, elle inhibe la réaction allergique et l'œdème, il se résorbe rapidement. Vous avez les actions anti-immunitaires, donc c'est des immunosuppresseurs. Je vous ai dit qu'en quoi c'est toute une classe aussi qui est utilisée dans, c'est-à-dire la prévention de rejet de greffe dans tout ce qui est greffant et tout. Et vous avez comme action qui est en dehors du glucose, les corticoïdes, elles peuvent avoir aussi une petite action minéralocorticoïde. On peut avoir un rôle minéralocorticoïde du cortisol quand la concentration de cortisol elle est très élevée. Donc, c'est comme si c'est de l'aldostérone. Donc, on peut avoir une retention de sodium, donc avec une hypertension et tout. Il stimule l'acidité gastrique. Donc, c'est pour ça que les corticoïdes peuvent donner un ulcère gastro-duodénal.
ils peuvent avoir une action sur le comportement. Donc, généralement, tout ce qui est dépression et suicide. Évidemment, il a une action sur la maturation pulmonaire de fœtus et stimule la formation du surfactant. C'est pour ça aussi que les corticoïdes sont utilisés chez, par exemple, quand il y a un accouchement prématuré et tout. Donc, donc il y a une supplémentation de la maman, donc quand il y a un risque comme ça, par les corticoïdes pour stimuler rapidement la formation du surfactant chez le fœtus. Donc là, je vous les explique pour quand même comprendre l'utilisation de la famille des corticoïdes dans les différentes situations. Madame, c'est quoi le surfactant? Le surfactant, c'est-à-dire c'est au niveau pulmonaire, c'est la maturation pulmonaire, pour la maturation pulmonaire du fœtus. Donc, c'est un truc pour inhiber qu'on appelle ça. La pénétration des frottements. Voilà, le frottement. Il joue un rôle pour éviter le pulmonaire, la noyade des alvéoles. Voilà, exactement. Pour éviter, c'est comme si le truc, comment ça s'appelle, l'affaissement, voilà. Voilà, l'affaissement pulmonaire. L'affaissement pulmonaire, voilà. Après, généralement, cette synthèse, elle se fait un peu tardivement dans la vie fœtale. Donc, quand il y a un accouchement prématuré avant 36 semaines, donc la formation de ce surfactant n'est pas suffisante. Donc, si la femme, par exemple, elle présente des risques d'un accouchement prématuré, donc on fait une supplémentation par les corticoïdes pour accélérer la formation de ce surfactant. Voilà. Autres effets, donc les corticoïdes, elles ont une action ostéoporotique. Donc, ils induisent l'ostéoporose avec une inhibition de l'action de la vitamine D. C'est pour ça aussi, pour une personne qui est mise sous corticothérapie prolongée, donc il faut penser à la supplémentation par la vitamine D et tout pour éviter cet effet ostéoporotique. Oui, j'ai entendu la voix. Oui, moi, docteur, comment vous expliquez qu'une personne qui présente un mauvais stress et que son bilan de cortisol est très bas, donc le cortisol est hypo, après la personne souffre de stress, de mauvais stress, genre tout le temps? Eh ben, ça dépend. Donc là, peut-être elle a une hypocortisolisme ou bien un cortisol normal? Hypo. Hypo, ça veut dire qu'elle présente une autre pathologie où le stress il est minoritaire par rapport à la pathologie qu'elle présente. Ça dépend, hein. Peut-être aussi, c'est-à-dire si elle mange pas bien, si la personne elle mange pas bien et qu'elle rentre dans un truc d'anorexie et tout, l'hypophyse, l'hypophyse, voilà, elle est inhibée, donc il n'y a pas d'ACTH, donc tu ne peux pas avoir du cortisol. Parce qu'on va voir après, c'est vrai qu'on dit que le cortisol, c'est l'hormone de stress, mais pour synthétiser du cortisol, on a besoin de l'intégralité de l'axe hypothalamus-hypophyse et glande périphérique. Donc, il y a des situations où il y a une inhibition des neurones hypophysaires et que le taux d'ACTH il n'est pas suffisant pour stimuler la synthèse de cortisol. Justement, pourtant, l'ACTH est normal. Elle a fait le dosage d'ACTH, c'est normal. Oui, normal. Cortisol, il est bas. Cortisol bas, ACTH normal, anémie, pas d'anémie et tout, pas de maladie, pas genre comment? Vous nous envoyez ça, tu m'envoies par mail son bilan. On va l'interpréter la prochaine fois, Inch'Allah. Mais tu m'envoies la totalité de son bilan. Avec un petit résumé clinique, pourquoi vous avez pas, c'est-à-dire le médecin, il a donné ça. Pourquoi elle a consulté déjà le médecin? Quel signe elle présente? Quel signe? OK? Donc, avec le bilan, et comme ça, on va traiter le cas la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, c'est 5 heures, je pense. Je suis obligée d'arrêter. Ça, c'est mon cas. Et je viens de... C'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Donc là, ma chérie, je suis un peu pressée. C'est 5h05. Je dois récupérer ma fiche. Sinon, le stress, il va me faire augmenter le cortisol. Tu m'envoies, j'ai ma boîte mail à déléguer, qu'elle te communique ma boîte mail. Tu m'envoies ton bilan, il n'y a pas de souci.
Ok? Et si tu veux qu'on discute le cas pas comme ça en public, tu rajoutes le numéro de téléphone, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Oui? Madame, est-ce qu'on va faire la partie sur l'axe hypothalamo-hypophysaire ou bien c'est celui-là le dernier cours? Non, si, on va faire. Parce que normalement, les années passées, c'est une autre enseignante qui faisait la partie axe hypothalamo-hypophysaire. Cette année, c'est à moi de le faire, tellement je n'ai pas encore préparé le cours. Donc, j'ai commencé par celui-là parce que c'est mon cours. Et hypothalamo-hypophysaire, on le fera à la fin. Madame, il reste 2 semaines avant l'examen, on aura le temps. Il nous reste 2 cours. Il nous reste 2 semaines avant l'examen. Et on a dimanche, Inch'Allah, j'ai cours avec vous, dimanche. Il nous reste combien de cours? Il reste beaucoup. Donc, il nous reste que dimanche, mais pas que dimanche, non. Oui, 2 semaines. Il nous reste 4 séances. Vous voulez dire qu'il nous reste une seule semaine? Oui. 4 séances, pas plus. Ça veut dire 2 semaines, on fera dimanche, jeudi. On fera dimanche là. Donc 4 séances. Écoutez, pour dimanche, est-ce qu'on peut commencer à 10h? On ne sait pas si on aura cours présentiel ou non. Anam? On aura peut-être cours présentiel le dimanche à 10h, on ne sait pas. De préférence après-midi. Madame, on va faire les catécholamines. Oui. En tout cas, à 13h, dimanche, Inch'Allah, si on commence à 13h jusqu'à 5h, 17h, 17 moins 5, moins 3, 4 heures. 4 heures de cours, on va finir tout ce qui est... on va finir. On va finir les hormones, les hormones stéroïdes, on finira, Inch'Allah, dimanche. Après, il va nous rester l'hormonologie de la grossesse. C'est un petit cours de 30 minutes. Les catécholamines, c'est un petit cours aussi d'1 heure. Donc, une autre séance le jeudi prochain, on fera ces deux-là. Après, le dimanche d'après, le dimanche après, donc le deuxième dimanche, on fera l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'AGH et prolactine. Mais madame, comment on va pas faire l'axe hypothalamo-hypophysaire après ce cours puisqu'il est lent? Il n'est pas très lent, on va le résumer. Madame, on va se reposer. Oui, de 5 mais on va prendre 10 minutes. C'est moi qui va parler 4 heures, j'ai pas dit ça. Mais madame, après, on doit parler 4 heures. Non, cette unité, à chaque année, c'est comme ça. Chaque année, on n'arrive pas à gérer cette unité parce qu'elle est un peu serrée par rapport aux autres. Madame, pourquoi pas augmenter le nombre de séances? Mais vous n'avez pas de créneau libre. Pourquoi? Vous me proposez les créneaux, il n'y a pas de souci. Oui, madame, c'est mieux. Séance de 2 heures. Madame, parce qu'on ne va pas arriver à se concentrer pendant 4 heures. Oui, c'est trop. On va se reposer pendant une demi-heure. Peut-être qu'ils arriveront à ça. Regardez, la semaine prochaine, on fera dimanche et jeudi, après on verra. Dimanche et jeudi, il nous reste donc, quelle la date aujourd'hui? 10. Il ne reste plus 4 séances. Madame, est-ce que 3 semaines. Un seul qui parle, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à suivre. Donc, aujourd'hui, on est le 10. Donc, il nous reste le dimanche 13 et le jeudi 17. C'est ça? Oui. Le dimanche et aussi le dimanche 20 et le jeudi 24. Exactement. L'examen, c'est le 30 avril. Après, vous avez l'examen le 1er... Non. Quand est-ce le 30 avril. On finira. On n'a pas besoin de faire 4 heures dimanche à l'heure. S'il nous reste 4 séances, il n'y a pas... Madame, mais si on fait le cours le 24 avril, comment on va le réviser pour le 30? Vous avez une semaine, non?
Madame, On a une semaine. 3 jours. 3 jours. Déjà, vous pouvez le réviser. C'est pas mon souci. Ça va être Ça, c'est pas bâclé. mon souci. Physiologie, c'est 5h10, je vous dis la prochaine régulation. Donc, on est arrivé à la régulation. Donc, la prochaine Madame, juste fois- une question, s'il vous plaît. Oui, Pour le cours, c'est le même que l'année passée ou non? j'ai fait une petite modification. Donc, je vous Donc, on envoie travaille avec le mais c'est pas. Anam, mais je l'ai est-ce qu'on faite va sur la diapo. Je ne l'ai pas encore faite sur le truc, sur le Word. Le PDF, d'accord, merci. Sur le PDF. Madame, où vous avez fait la différence? C'est la première partie. Mais elle. Jusque-là, c'est la même chose. D'accord. D'accord. Jusque-là, c'est la même Pour chose. la séance de dimanche, si on a cours en présentiel, on pourrait la décaler jusqu'à 15h. Dimanche, bzaf. Présentiel, mais Oui, le matin, mais non. Sam, non? 13h, c'est pas tout le monde qui peut arriver chez lui à 13h. Des fois, il y a un manque de français. Oui, exactement. À 14h, alors, à 14h, pas à 15h. 14h. 14h. Mélissa. 14h30. C'est présentiel à dimanche. 14h. Ok? Parce que 15h, c'est peu. Madame, Madame, vous contactez les le cours, délégué pour avancer la séance du jeudi le 24. Pour en Oui, avoir madame. plus du temps. Et le jeudi, vous avez un cours en présentiel? Non. Non, on le dit en fait uniquement aujourd'hui. C'est un cours rattrapé. Et donc, jeudi prochain, on peut prendre quand même un petit cours le matin, un autre l'après-midi. non.